Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce jeudi, nous sommes le 17 juin, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Et oui, encore un peu de patience avant que les orages ne traversent une nouvelle fois la France pour nous apporter un peu de fraîcheur qui fera un peu de bien, du moins pour essayer de mieux dormir. Merci d'être avec nous, avec eux au programme. Port du masque, eh bien, c'en est terminé, du moins pour l'extérieur. Est-ce pragmatique ou alors électoraliste? C'est la question qu'on pourra se poser. On parlera de la galère de Parcoursup et c'est Ismaël Boudjekada qui nous en parlera tout à l'heure. Dans quelques minutes, nous serons direction Marseille pour un candidat au départemental dans les quartiers nord de Marseille. Et puis tout à l'heure aussi, invités, ils seront deux. Elle s'appelle Céline Malaisé. Elle est conseillère régionale sortante, présidente du groupe Front de Gauche à la région en Ile-de-France. Et elle est candidate évidemment sur la liste de Clémentine Autain. Et nous recevrons également monsieur Karim Guet, qui est lui candidat dans le Val-de-Marne pour les régionales. Également pour Clémentine Autain, ils seront avec nous à 17h30. Pour nous accompagner aujourd'hui, ils sont deux. Ismaël Boudjekada, salut Ismaël. Bonjour à tous. Comment ça va mon Ismaël? Est-ce que tu as chaud là-bas dans le Doubs? Ah oui, non mais là c'est caniculaire. C'est caniculaire. Karim Alouache, notre banquier d'affaires, est avec nous. Comment ça va mon Karim? Bah écoute, ça va super bien. Bon, super bien. Eh ben, super. Voilà, au frais, eh bien, ça va. Ah, au frais? Ah bah oui, monsieur le banquier d'affaires à la clim. La clim et la piscine. Ah, en plus, oh là là, c'est indécent. Quelle indécence. Bon, jusque 18h avec Garance aussi qui est avec nous toujours pour relayer cette émission sur le grand forum FM2 sur Twitter. Comment ça va Garance? Ça va bien, merci. Bon, et nous, t'as vu, on n'a pas la chance d'avoir comme Karim la clim et la piscine. Ouais, mais vrai, dans ta voiture, il y a la clim. ventilo qui marche pas très bien. Il y a un ventilo qui marche pas très bien, effectivement, voilà. C'est France Maghreb 2, quoi. Franchement, Christophe, avec le nombre de pubs, demandez à Tarek. Le meilleur du meilleur. Ouais, mais tu sais, tu connais les patrons, hein, c'est des radins. Voilà. Bon, allez, un petit quiz, histoire de bien se mettre dans le bain, hein, si je puis dire, avec des questions qui ont tout un rapport avec le 17 juin. À bord d'un bateau surnommé Isère, qu'est-ce qui arrive à New York en 1885? Gros silence. Ouais, gros silence, là, franchement. Non, c'est le nom du bateau qui m'a déstabilisé. Ouais. À bord d'un bateau surnommé Isère, qu'est-ce qui arrive à New York en 1885? Pas du tout. On en a reparlé d'ailleurs parce qu'il y a une... comment dirais-je, une autre qui a été envoyée il y a peu de temps. Statue de la Liberté. Bah voilà, la Statue de la Liberté, effectivement, que j'ai eu l'occasion de voir. Garance aussi d'ailleurs. Très belle la Statue de la Liberté. Il y en a une aussi dans le 15e. Hein. Ah oui, ouais, celle-là. Sur la scène. Oui, d'accord. Je cherche à présent une chanteuse, mais aussi actrice portugaise. Elle est née en 1900. Linda de Souza. Non, elle est née en 1962. Marie-Myriam. Non, en 1962. T'as pas d'autres questions? Bah, c'est celle-ci en l'occurrence. Elle est portugaise, actrice et chanteuse. Ah, attends. Ouais. C'était une grande star des années 90. Je suis en train de googliser là. Ouais, je sens que ça googleise. Une chanteuse des années 90. Lio, bonne réponse. Merci Google. Ouais, enfin oui, mais fallait nous dire. Ouais, c'est vrai qu'elle est d'origine portugaise. Eh bah oui, faut pas l'oublier, elle est portugaise. D'ailleurs, l'équipe de France. Non, mais moi je pensais à Linda de Souza. Oui, il n'y a pas que Linda de Souza. Moi, tu me dis une chanteuse portugaise, en France, c'est Linda, quoi. Elle a pas les valises en carton, enfin, du moins, je pense pas. Et d'ailleurs, le Portugal qu'on rencontrera, l'équipe de France, on rencontrera mercredi prochain à 21h. Avant, il faudra se frotter à la Hongrie, samedi 15h. Ça, c'est pour le petit point footballistique. Cette équipe est prometteuse, hein. Oui. Je cherche à présent une femme politique française. Elle est également romancière. Elle est née en 1973. Je crois qu'elle a été ministre sous Hollande. Oui, elle a été ministre sous Hollande, je vous le confirme. Même de la culture, je crois.
Filippetti. Filippetti, une très bonne réponse. Aurélie, de son prénom. Bon anniversaire, Madame la Ministre. Je Et cherche... t'es avec Arnaud de Montebourg hein, à un moment donné. Oui, c'est ça. Je cherche à présent une joueuse de tennis. Elle est née en Californie en 1980. Serena Williams. C'est pas elle, mais c'est sa sœur. Venus Williams. Venus Williams est une Ouais. bonne réponse. D'ailleurs, Ouais. je sais pas s'ils sont des sœurs jumelles ou pas, final. Je crois pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel astronaute français décolle à bord de la navette spatiale américaine en 1985? Baudry, non? Baudry est une excellente réponse, Karim Alouache. Bravo. Et enfin, quel pays remporte la Coupe du Monde de football en 1962? Je te la laisse, celle-là. À qui? Bah à toi, À en toi. l'occurrence. Alors Quelle là, équipe de aucune foot? idée. On vient de me souffler la réponse, donc je vais pas la dire. Mais si, vas-y. Mais si, on va bah- te dire. Non, mais c'est pas la bonne en fait. Non, c'est les vieux, on dit Chili, mais c'était là-bas que ça s'est passé. Non, c'est pas le Chili. Non, Quel pays? pas le Mais c'est dans la même, dans le même coin. Brésil. Quel pays remporte la Coupe du Monde de football en 1962? Moi, je te laisse Mhm. répondre. Hein. Non, mais je viens de dire Brésil, mais je crois qu'on m'a pas. Brésil, bonne réponse. Bravo Ismaël. Bah oui, Brésil, évidemment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal les enfants, très bien. On se retrouve dans un instant, on va aller direction Marseille, on va un peu se frotter au départemental à Marseille. Parce que là-bas aussi, eh oui, comme partout en France d'ailleurs, on va voter ce dimanche pour les départementales et pour les régionales. Il y a un truc que j'ai appris, et je dormirai moins con ce soir. Je l'ai appris il y a peut-être une petite semaine et je suis sûr que plein de gens l'ignoraient. À Paris, nous votons uniquement pour les régionales et pas pour les départementales. Bah oui. Bah oui, non mais attends, l'autre, il me dit bah oui comme si c'était une évidence. Mais non, mais parce que t'as le conseil de Paris. Bah non mais vous êtes gentil, mais bon j'en savais rien. Voilà, c'est pour ça que je l'ai découvert et voilà. Tu sais que Paris a des mairies d'arrondissement. Oui, merci. voilà. Mais Marseille aussi a des mairies d'arrondissement et pourtant ils votent pour les départementales. C'est vrai. Alors, Mais ils en ont beaucoup Karim moins. Alouache. Mais ils en ont beaucoup moins. Oui, bah peut-être, mais peu importe. Voilà. Bon. Écoute, on peut pas être comme Marseille. Oui, non, oui, Voilà. absolument. Ismaël nous parlera tout à l'heure de la galère des étudiants avec Parcoursup, cher Ismaël. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter bonne chance à tous les bacheliers qui ont démarré leurs épreuves aujourd'hui et les célèbrissimes épreuves de philo. Je sais pas si quelqu'un a vu les sujets. Personne? Non, pas attends. aujourd'hui. Non. J'ai dû voir passer ça quelque part, mais. Bon, en tout cas, j'en connais à qui ça rappelle d'étranges souvenirs, le bac. Les épreuves de philo, c'était aujourd'hui, évidemment. Et bon courage et bonne chance aussi aux parents hein, qui vont stresser comme les enfants, d'ailleurs. Voilà. Allez, on est de retour très vite, les amis, sur France Maghreb 2. Ne bougez pas avec direction Marseille et notre invité dans un instant. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Karim Alouache, avec Ismaël Boudjekada et on a les sujets du bac ce matin, ma chère Garance, alors dis-nous, je suis tout oui. Alors, Les sujets de ce bac version 2021. donc ça, c'est les sujets de la série générale. Ouais, Donc, discuter, est-ce renoncer à la violence? oh ouais, L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? ouais. Sommes-nous responsables de l'avenir? Ah c'est pas mal, moi le 1 et le 3 il me paraît pas mal, je sais pas, Karim et Ismaël vous aurez choisi quoi là? On l'a fait. Moi, j'ai fait le même choix que toi. 1 et 3. 1 et 3 ouais. Garance t'aurais choisi quoi? Ouais, Le premier, il est pas Le mal. premier il est pas mal hein, Ouais. ouais il est pas mal. Ismaël pareil? pareil. Pareil, bon bah très bien, c'est bon les gars, bon bah on peut repasser notre bac. Le 3 est bien aussi. Hein. Oui, le 3 est bien aussi, oui, là c'est simple. Alors- Enfin, Avec Ismaël, pour le 1, on se demandait quelle communauté ça concerne. ouais, bonne question. Parce que Bonne ces gens-là, question. Quand ils discutent, ils sont relativement violents déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Bien vu, mon cher Karim. Bon, eh bien, vous pouvez suivre l'émission sur le Grand Forum FM2 sur Twitter. Avec Garance, bien entendu. Ma chère Garance, c'est bientôt la fin. Et la vie tranchée, faut que tu le prépares. Hein. Oui, je sais. Pour lundi. Oui, je sais. D'accord, Je ok. suis en réflexion intense. Ah oui, comme le bac, tu vas repasser ton bac. Allez, les amis, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Et on va filer du côté de Marseille pour le grand oral de monsieur Boilem Axil qui est avec nous. Bonsoir Boilem. Oui, bonsoir.
Et des remerciements à Radio France Maghreb 2 qui est une radio exceptionnelle, qui est très appréciée sur Marseille et qu'on suit avec attention. Oui. Mais je vous signale, monsieur le futur conseiller départemental, que France Maghreb 2 est la première radio franco-maghrébine sur Marseille et sa région. Je tiens cela évidemment du dernier sondage Médiamétrie. Donc oui. Exactement. Je connais énormément de personnes qui se régalent à écouter France Maghreb 2. Et je suis honoré d'être sur les ondes de France Maghreb 2 pour parler de mes projets pour les quartiers nord de Marseille. Et qui plus est dans la meilleure émission de France Maghreb 2, c'est-à-dire le Grand Forum. Voilà, c'est quand même pas rien, c'est un sacré honneur. Monsieur Axil, en tout cas, soyez le bienvenu. Donc vous êtes candidat au départemental pour quel canton? Alors, c'est le canton Marseille 15, canton 4, c'est-à-dire une partie du 15e arrondissement de Marseille et une partie du 14e. Alors je crois qu'il y a un problème qui est visible, j'allais dire, sur tout le territoire, mais peut-être aussi un peu plus dans les quartiers nord. C'est les quartiers nord, hein, on est d'accord. Oui, voilà. C'est les quartiers nord. C'est l'abstention, Boualem Axil. Quel est un petit peu le retour du terrain que vous avez? Est-ce que les gens, franchement, vous disent « j'irai pas voter, ça ne m'intéresse pas ». Exactement. J'ai été surpris, incroyable. La majorité des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit ça nous intéresse plus, on est déçus des politiques, depuis des années, des promesses non tenues, des aménagements qui se font pas, des secteurs des quartiers oubliés, des transports qui passent pas là où ils devraient passer. Incroyable. On vit dans un secteur où les habitants sont vraiment déçus de la politique et n'y croient plus. Et c'est vrai que vous faites bien de parler de cette problématique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas encore allés à Marseille visiter notamment les quartiers nord. Les transports, c'est une véritable catastrophe. Le métro s'arrête aux frontières des quartiers nord. C'est-à-dire que dans les quartiers nord, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que le bus, quoi. Tous les quartiers nord sont pénalisés. Donc, j'ai rencontré des habitants dans le 14e où il y a eu, avec l'arrivée du métro là, sur le 15e, des lignes qui ont été supprimées. Donc les gens doivent faire 2-3 kilomètres pour aller prendre un bus, alors qu'avant il y était. C'est des incompréhensions incroyables. Alors Boualem Axil, quels sont les points forts de vos propositions pour les habitants de ce canton en particulier? Oui, alors d'abord les points forts, c'est la création depuis quelques années donc des mouvements qui s'appellent Marseille Union 13. Marseille Union 13. Qu'est-ce que Marseille Union 13, monsieur Axil? Alors, c'est un rassemblement de citoyens issus de toutes origines et de toutes sensibilités, qui se veut au-dessus des clivages droite-gauche et se veut donc être au plus près des préoccupations des habitants, puisque les habitants donc ne sont pas entendus ou ne sont pas présents donc dans les décisions. Donc ce mouvement se veut entre guillemets une armée d'électeurs pour aller soulever des solutions pour ses habitants. Ouais. Alors ça c'est une des propositions évidemment. En matière par exemple de transport, est-ce que vous faites des propositions concrètes, monsieur Axil? Oui, on fait des propositions concrètes donc au niveau du réseau des transports. On souhaite des transports plus propres, donc mieux adaptés à la spécificité géographique pour désenclaver des quartiers. Donc et moi je vais même au-delà de ça. Donc je propose la mise en œuvre de la gratuité des transports publics. Je vais vous dire pourquoi. Les transports publics dans l'agglomération d'Aubagne, qui regroupe 12 communes, a été mise en place il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, on disait c'est pas possible, ça pourra pas se faire, donc il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Il y a eu une diminution de 40% de la circulation, puisque le transport dans l'agglomération est gratuite. Et il m'arrive quelquefois, moi, de prendre le bus pour aller à des rendez-vous, parce que Marseille est embouteillé, il faut des demi-journées pour se déplacer. Je crois que c'est une des plus embouteillées de France, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Donc à 1,90 le ticket. Si vous êtes seul, ça va. Si vous êtes en famille, donc ça vous revient deux déplacements, donc 15-20 euros. Donc c'est insoutenable. Donc cette gratuité pourrait apporter de l'oxygène donc à l'ensemble de la ville et une facilité pour les seniors, les jeunes de se déplacer pour l'enseignement, les
les autres pour chercher du travail. Voilà, donc ça donnerait une dynamique incroyable et sûrement une baisse significative de dégradation dans les transports en commun. Ouais, mais gratuité pas pour tout le monde, monsieur Axel. Moi je dirais, je prends l'exemple d'Aubagne. Ouais. D'Aubagne, donc c'est la gratuité pour tout le monde. Donc les gens partent d'Aubagne, ils vont sur Auriol, descendent sur Marseille, et ils ont trouvé les moyens donc de financer. Donc je pense qu'il y a des moyens des moyens ou des partenaires économiques ou institutionnels pour apporter la gratuité de ces transports. Aujourd'hui, la majorité des personnes donc sont en difficulté et pour se déplacer à Marseille, donc ça coûte très cher. Ouais. Question de Karim Alouache pour Boalem-Axil qui est candidat au départemental dans les Bouches-du-Rhône. Pour le canton, vous m'avez dit, rappelez-moi le canton. Marseille 15, canton 4. Marseille 15, canton 4. Karim Alouache. Bonjour à vous. Alors je connais pas mal Marseille parce que quand je travaillais sur la France, j'avais un client, une banque qui était un de mes clients à Marseille, qui est aujourd'hui s'appelle Banque Rothschild Martin Morel. Ah ouais, bah forcément, oui. Voilà. Non mais avant ça s'appelait Martin Morel, mais les Marseillais connaissent très bien Martin Morel. Sur le Jarret, je crois. Voilà, qui est pas loin du Vieux-Port, mais qui a aussi des locaux sur le Prado. Moi, j'avais une question au niveau de vos propositions. J'ai bien compris qu'il y avait une problématique de transport, mais les transports sont partagés entre le département, mais c'est surtout la région. Moi, je vais vous parler des collèges. Quelles sont les propositions que vous faites pour, par exemple, la sécurité dans les collèges, puisqu'on voit quand même une réelle montée de violence. Et pour tous les parents qui ont des enfants en élémentaire, la grosse angoisse, c'est l'arrivée au collège en général. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez proposer en termes de sécurité? Ça peut être aussi la sécurité sanitaire. Je pense par exemple aux visites médicales, au suivi médical, aux vaccinations. Voilà, globalement, alors, collège. Voilà. Oui. Voilà, Maxime. Alors pour le collège, c'est vrai qu'il y a un vrai problème et le souci des parents pour les enfants qui vont dans certains collèges où il y a une certaine, on va dire, délinquance problématique. Donc ce que j'aurais souhaité, donc c'est une augmentation de la sécurité, donc à travers des caméras de surveillance, une augmentation des médiateurs que l'on retrouve aux abords de certains collèges et une formation spécifique auprès de certains professeurs, ainsi qu'un local d'accueil pour les parents et les enfants pour désamorcer certaines situations qui peuvent être catastrophiques par rapport à du harcèlement ou voilà, donc essayer d'apporter une augmentation de la sécurité. Très bien. Question d'Ismaël Boudjekada pour notre invité Boalem-Axil, candidat Marseille 14, canton 4. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas une grande connaissance de Marseille. J'y suis allé, je crois, 2 fois dans ma vie. Toutefois, il y a une problématique commune dans tous les cantons de France. On nous parle souvent d'alimentation, de malbouffe. On sait très bien qu'aujourd'hui, les gamins et même les adultes sont à longueur de journée nourris avec des additifs alimentaires, avec des OGM. Oui. Sans vouloir la jouer écolo, est-ce que vous avez des propositions concrètes, notamment pour faire en sorte que dans les cantines scolaires, excusez-moi le côté un peu tatillon, on ne serve pas du poison aux gamins? Oui, on a une proposition donc de travailler avec les producteurs locaux et de mettre du bio dans toute la restauration scolaire des collèges. Ouais, mais ça coûte cher le bio, monsieur Axil. Comment on fait pour payer? Ça coûte pas plus cher que les barquettes préparées, donc vaut mieux de la qualité pour nos enfants plutôt que de la nourriture un peu industrielle. Voilà, donc il y a des possibilités tout autour de Marseille. Il y a beaucoup de producteurs, d'agriculteurs. Donc c'est de favoriser donc ce développement, donc qui va permettre la création d'emplois, qui va permettre des échanges, qui va apporter une proximité avec ses producteurs et amener un petit peu de l'humain donc dans cette démarche. Alors pourquoi Boalem-Axil, pourquoi il faut voter pour vous ce dimanche donc pour les départementales? Pourquoi il faut choisir Boalem-Axil et pourquoi il faut quelle est votre spécificité quoi? Voilà, alors moi
notre mouvement, donc ce que je développe, ce que je porte aujourd'hui, c'est un rassemblement des citoyens avec une indépendance, de la rigueur. Donc je dis stop aux arrangements entre appareils au détriment des électeurs et des habitants. Ça, on connaît bien ça à Marseille. Hein. On connaît bien ça à Marseille. Ça fonctionne bien, ça. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une situation catastrophique. Ouais. Catastrophique où je pense que certains élus sont contents que beaucoup d'électeurs n'aillent pas voter parce qu'ils se font élire avec une minorité d'arrangement. Voilà. Donc ça, il faut dire stop. Et il faut redonner l'envie à tous les habitants et aux citoyens de faire vivre cette démocratie. Ouais. Et ça sera les premiers gagnants. Ouais. Donc moi, en ce qui me concerne, donc je suis pas encore élu, mais j'ai tout un réseau depuis plusieurs années avec des acteurs économiques ou institutionnels, et j'amène des réponses beaucoup plus rapides que certains élus. Donc ça paraît bizarre, mais je pense que quand on veut faire un travail et être aux côtés des habitants et de leurs préoccupations, il faut apporter des réponses. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé donc de m'engager dans ce combat. Voilà, surtout qu'aujourd'hui les quartiers ainsi que la ville, donc la ville Marseille tient sur 3 pieds parce que vous avez dû suivre les dernières élections municipales. Ouais. Il n'y a pas de majorité, il y a des arrangements, donc et les gens ne s'y reconnaissent plus. Et surtout, je veux éviter que ça dérape sur l'extrême droite et que la ville, justement, soit... Voilà. Monsieur Axel, justement, dernière question. Est-ce que votre région fait partie des potentielles régions que le Rassemblement national pourrait prendre? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vraiment il faut prendre cette info au sérieux? Il faut la prendre au sérieux. La région PACA est en zone rouge, donc avec l'extrême droite en embuscade. Et s'il y a trop de légèreté et que la ville bascule à l'extrême droite, donc ça va être catastrophique pour la région et surtout pour Marseille. Et oui, effectivement. En tout cas, on ne l'espère pas et on espère que... Voilà. C'est pour ça qu'il faut que les habitants donc, puissent se ressaisir et se dire bon, on va quand même essayer d'aller voter pour ce qui leur semble le mieux, mais de pas laisser l'espace. J'avais lu une phrase quelque part qui avait retenu mon attention. Quand la démocratie est malade, l'extrême droite vient à son chevet, mais ce n'est pas pour la guérir. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Non, mais voilà. et puis je crois qu'il y a un autre message à passer pour tous les quartiers, que ce soit à Marseille ou ailleurs, les quartiers qui se sentent délaissés, qui se sentent maltraités ou abandonnés. Si tu veux te faire respecter, va voter. Vote pour qui tu veux, mais va voter. Et croyez-moi, les quartiers qui ont des taux de vote supérieurs à 60-70, si demain tous les quartiers votent à plus de 80%, ces quartiers, je me mets pas dans le on, mais ils vont s'en occuper. La deuxième étape, c'est de se porter candidat soi-même pour son quartier, quoi. Effectivement. Moi, entièrement d'accord. C'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre. Je leur dis, si demain le nombre d'électeurs augmente d'une façon significative, les institutions vont, les politiques vont se pencher pour améliorer les choses sur ces quartiers, voilà. Merci en tout cas Boualem Axil de nous avoir présenté. Et bonne chance pour dimanche, le 20 juin. Merci beaucoup. Merci à la radio et à toute l'équipe qui est super. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Boualem Axil, merci, à très bientôt en tout cas sur France Maghreb 2 et bonne chance effectivement pour ce dimanche 20 juin bien sûr. Et ça c'est vrai que c'est une vraie problématique, l'abstention et notamment dans les quartiers populaires et Marseille, les quartiers nord n'échappent pas à la règle. Alors, on l'a appris hier messieurs, la bonne nouvelle du jour, la délivrance, ça y est, le masque en extérieur, c'est fini, c'est plus obligatoire depuis ce matin. Et je peux vous dire que ça fait du bien quand même. Quand on sort du métro, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève le masque, ce foutu masque qui nous a empoisonné la vie depuis plus d'1 an maintenant. Eh bien, il n'est plus obligatoire, du moins dans la rue, parce qu'il reste obligatoire quand même dans les lieux de rassemblement tels que les marchés, manifestations et dans les endroits évidemment où on fait la queue, ça reste obligatoire. Il reste également obligatoire bien sûr dans tous les lieux clos, que ce soit dans les transports en commun, à l'intérieur, etc., dans les magasins. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser, Ismaël, est-ce que c'est pragmatique cette décision du gouvernement
qui a quand même annoncé cela avec quelques jours d'avance. Est-ce que c'est pragmatique ou est-ce que c'est électoraliste, puisque cette décision, je ne vous apprends rien, a été annoncée 4 jours avant le premier tour d'une élection importante. Ismaël, comment tu vois la chose ? Alors, il y a sûrement un aspect électoraliste. Toutefois, je veux quand même remercier le président de la République. Ça nous évitera d'avoir la marque du masque sur le visage, puisqu'on étant dehors, on passe notre temps à bronzer. Mais on n'aura au moins pas l'air ridicule. C'est vrai. Bon, on lui a dit merci Macron à Roland Garros, mais ça c'est pour une autre histoire. Électoraliste ou pragmatique, Karim Alouache, cette décision du gouvernement annoncée par Castex hier ? Écoute, moi je vais te dire un truc. Quand on voit ce qui se passe à La République En Marche, quand on voit, je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui, il y a la députée Stéphanie Carbac qui se présente, députée LREM qui se présente contre LREM en Normandie, puisque on lui a parachuté un élu PS comme tête de liste et selon son engagement et ses valeurs, elle a dit bah non, le parachutage, je ne l'accepte pas. Donc elle vient d'être exclue de La République En Marche. Moi, je crois que ça n'aidera pas plus les candidats LREM à avoir des voix, puisque les Français ont bien compris depuis longtemps qu'il y avait une dichotomie, un grand espace, pour ne pas dire un grand écart, entre Emmanuel Macron et le mouvement La République En Marche. Donc, je pense que les Français ne sont pas dupes de ça, ne sont pas idiots. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas de risque, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la foule... Alors on parle de 20 fois moins de risque d'attraper le Covid quand on est à l'extérieur. Voilà, et puis après je dirais, chacun est grand. Celui qui veut continuer à le porter, qu'il le porte. Après tout, dans les pays asiatiques, ça se fait depuis très longtemps. Dès qu'on est malade, dès qu'on a un rhume, on met un masque, non pas pour se protéger, mais pour protéger les autres. Ouais, ça, c'est une autre discipline, Karim Alouache. Ouais. Comment ? C'est une autre discipline, ça n'a rien à voir. Oui, mais je pense que ça va rentrer dans nos mœurs maintenant, cette culture aussi de l'hygiène, de faire attention. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'on commence à revivre. J'espère que les gens vont faire attention, vont pas faire n'importe quoi, parce qu'il ne s'agit pas de faire du stop and go, on en a souvent parlé, c'est-à-dire qu'après... Attention Karim, il y a l'Angleterre. L'Angleterre est un exemple intéressant. L'Angleterre, ça repart, et pourtant la population a été massivement vaccinée au AstraZeneca. Et il y a des inquiétudes en Angleterre. Pas si ça repart tant que ça. Si, les chiffres sont là, Karim. Les chiffres sont là, ça repart. Ça repart dans la mesure où tout le monde se côtoie. Même si tu as vacciné beaucoup de personnes, il y a aussi encore une minorité, mais importante. Quand tu as vacciné 50% de ta population, tu as 50 autres pourcents qui ne le sont pas. Donc, moi, je pense que les meilleurs chiffres sont auprès des catégories où il y a des taux de vaccination à 80-90%, c'est-à-dire les gens âgés. Et on a vu que le taux de mortalité et le taux d'infection est à zéro, quoi. Voilà, alors, pour vous donner un chiffre, hier, 64 décès à l'hôpital dû au Covid, donc ça a fortement baissé. La pression hospitalière a aussi baissé. Et pourtant, vous avez un mec qui s'appelle Blachier, Martin Blachier, qui nous dit attention, il est extrêmement alarmiste. Il dit il va y avoir une 4e vague, elle va être très violente. Alors, est-ce que pour autant, moi, qui suis un petit peu faible d'esprit, j'ai envie de dire, on nous a incité à vacciner. Quand même, je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a 3-4 mois, personne ne voulait se faire vacciner dans ce pays, d'accord ? Et qu'aujourd'hui, la communication politico-médiatique a été intense et tellement forte et puissante qu'aujourd'hui, les gens courent pour se faire vacciner. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de la population qui a été vaccinée. Enfin, un quart de la population française qui a reçu les 2 doses de vaccin. Est-ce que si à la rentrée, Ismaël, on nous parle de 4e vague, et de nouveau, il va falloir faire de retour avec les masques, avec le couvre-feu et tout ça. Est-ce qu'il y aura de quoi quand même se poser quelques questions ? Et est-ce que les complotistes, finalement, n'ont peut-être dire, voilà, on a peut-être posé des questions qu'il ne fallait pas et auxquelles personne n'avait la réponse, et pourtant, ça reste toujours d'actualité. Oui, moi je pense que ça fera se poser un certain nombre de questions, et ça posera même la question du maintien de Jean Castex, pour la simple et bonne raison que c'était quand même Monsieur Déconfinement, c'était le surnom qui lui a été donné. Maintenant, moi je pars du principe que cette question de vaccination,
Je suis pas sûr que ce soit tant je vais pas dire la pression médiatique, mais la communication, soit politique ou médiatique, qui fournit du résultat aujourd'hui. Je pense que c'est l'espèce de chantage social qu'on voit en masse. Moi, des gens sur le terrain que je vois tous les jours me disent on se fait vacciner parce que sinon on ne pourra pas aller au bled, on pourra pas aller en vacances, on ne pourra plus voyager et compagnie. Et en fait, il y a cette espèce de chantage qui fait que les gens vont se faire aussi vacciner pour ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de conviction. Et à côté de ça, quand même, on rappelle que cette pression sociale indirecte, parce qu'on ne le dit pas clairement, elle est totalement en contradiction avec les traités européens qui prévalent sur le droit français. Ouais. Karim, il y a 4 mois, personne ne voulait se faire vacciner dans ce pays. Hein. Ah bah, tu te souviens de nos échanges, hein, je crois que j'étais le seul fou à vouloir le faire. Maintenant, tout le monde... Après, on a eu la polémique de il n'y a pas de vaccin et tout le monde voulait se faire vacciner. Je reviendrai pas sur le vaccin, après chacun fait ce qu'il veut. Le seul droit que vous n'avez pas, c'est d'aller contaminer et tuer potentiellement des gens, puisqu'il y a des aides-soignantes, il y a eu des soignants qui ont contaminé des malades d'autres pathologies. Et moi, j'ai autour de moi un cas d'une personne qui est décédée, contaminée par 2 aides-soignantes qui avaient refusé de se faire vacciner. Et lui en est décédé. Donc il y a quand même une forme de responsabilité qui est non négligeable. On le voit quand même que le vaccin a son efficacité. Tu parlais d'une remontée au Royaume-Uni, mais on est quand même au cours des 7 derniers jours, 80 cas pour 100 000 personnes. Hein. On est très très loin quand même de ce qu'on avait pu en fait, c'est le variant connaître. Delta qui inquiète. Et d'ailleurs, même ici en France, hein, Véran en a parlé souvent. Le variant Delta qui est en fait le variant indien. C'est bien d'y faire attention, c'est bien aussi de s'en préoccuper. Je pense que c'est bien aussi de préparer l'avenir et de commencer à revivre. Après, c'est comme partout. Je pense que les gens ont compris aussi qu'il fallait avoir un comportement responsable et pas faire n'importe quoi. Mais Karim, est-ce qu'il n'y a pas eu encore cafouillage? Il n'y a pas eu cafouillage politique pour le coup, parce que tu as Véran mardi soir qui nous dit faites attention, c'est pas terminé, il faut pas relâcher la pression. Non, le lendemain, Castex qui nous dit ça y est, on enlève les masques à l'extérieur, fini le couvre-feu. Non mais il y en a un qui est dans son rôle pour annoncer les nouvelles et de dire ok, on enlève le masque, mais faites pas n'importe quoi. Le virus n'a pas disparu. C'est compliqué, honnêtement. Et tu sais ce que je pense de la République En Marche et de ce mouvement, mais j'ai toujours dit sur la gestion de la crise, et je suis bien placé pour en parler. Oui, au début, ça a vraiment été un scandale sur la gestion, sur les masques, sur la communication sur les masques. Et moi, je suis le premier à dire que le plus gros scandale, c'est d'avoir maintenu des élections municipales. C'est clair. Et on en a payé un tribut, moi le premier, très 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 important. D'ailleurs, je me réserve le droit d'attaquer en justice le gouvernement, ce qui se fera probablement à un moment donné, quand j'en aurai la force. Mais ensuite, au niveau des aides de l'État, au niveau du soutien aux étudiants. Oui, soutien aux étudiants, Karim. Bah là, tu soutiens plus rien puisqu'on t'a perdu là, visiblement. Voilà. Karim, on va le retrouver dans un instant. Ismaël Boudjakata qui est avec nous. Karim Alouache sur France Maghreb 2. Justement, des étudiants, on va en parler aussi. Et notamment de la galère Parcoursup, Ismaël, dans un instant. Ne bougez pas. Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous appeler au 01 40 33 9000 pour que vous puissiez nous dire un petit peu comment vous avez accueilli cette nouvelle hier, le masque terminé en extérieur, la fin du couvre-feu. Alors, j'ai pas compris pourquoi on a attendu encore 3 jours pour mettre fin au couvre-feu. On aurait pu faire tout en même temps aujourd'hui. Terminer le couvre-feu ce soir, le masque terminé. Pourquoi attendre? Enfin, c'est vraiment des petites choses comme ça qui m'interrogent. Voilà, tout cela se fait. Non, mais à quoi tu penses? Je pense à rien, moi je pose des questions. Karim, je suis pas là pour penser, je suis là pour poser des questions, moi. Donc, moi je te pose la question. Tu sais, je vais te dire un truc. Les gens sont tellement en dehors des élections. Et d'ailleurs, les candidats, on n'a pas eu le temps de poser la question à notre ami marseillais, mais et les partis politiques et les candidats devraient se remettre en question, parce que la vraie question, c'est pourquoi les gens se sont détournés, pourquoi les citoyens se détournent de ça.
C'est ça la vraie question. La réponse elle est toute simple, c'est qu'il n'y a personne qui propose des choses concrètes. Voilà, et à part dire je vais améliorer votre vie, ça veut rien dire. Ouais. À part le bullshit permanent de je vais améliorer les transports. Bah oui, et quoi? Et comment? Je vais l'améliorer. Ouais. Je vais améliorer. Il y en a qui me parlent de revenus universels dans le département, un RSA à 1000 euros. Enfin, je crois qu'ils se rendent même pas compte où ils prennent les gens pour des abrutis. Par contre, parler clairement de ce qu'on peut faire pour améliorer nos collégiens qui galèrent, nos élèves de 3e qui n'ont pas de stage. Alors Karim, je te coupe parce que là, le capitalisme reprend le dessus, messieurs. C'est l'heure de la pub, on est de retour très vite, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Emmanuel Macron, le président de la République, qui est en déplacement de nouveau dans la Somme aujourd'hui, il a été interpellé par un gamin. Et devinez quoi, il lui a dit quoi? Ça va la gifle? Voilà. C'est drôle, moi je trouve ça drôle. Bravo, les enfants de l'humour. Mais ça non, va. il lui a demandé s'il allait bien. Ouais, non, il a dit ça va la gifle? Voilà, extraordinaire. 01 40 33 9000 les amis, la voix du peuple ici sur France Maghreb 2. Prenez place, n'hésitez pas. C'est pas des numéros surtaxés comme les autres radios où vous appelez, on vous demande votre curriculum vitae avant de passer à l'antenne. Nous ici c'est juste prénom et ville et hop vous passez à l'antenne. Vous dites ce que vous voulez, évidemment dans la limite de la liberté d'expression bien sûr que l'on définit, que tout le monde connaît. Avec Ismaël Boudjekada, avec Karim Alouache, mais vous n'avez pas répondu véritablement à ma question aujourd'hui quant à savoir, Karim Alouache par exemple, est-ce que, voilà, réponse simple, est-ce que c'est électoraliste ou est-ce que c'est pragmatique cette décision d'hier soir d'avancer la fin du port du masque à l'extérieur et la fin du couvre-feu? Karim. Écoute, toutes les mesures prises par le président ou le gouvernement qui sont favorables avant l'élection peuvent être interprétées comme des mesures électoralistes. Donc oui ou non, voilà. Karim, réponds oui ou non. Oui. Bon, bah voilà, oui. D'accord. Sûr. Mais est-ce que pour autant, Ismaël, ça va profiter à la est-ce que ça va profiter, est-ce que ça va avoir un effet pour la République en marche? Non, absolument pas. Au même titre que, par exemple, je ne suis pas sûr que l'annonce du confinement avant les municipales a plus desservi la République en marche que ça. Ouais, effectivement. Bon, 0 à 40 33 9000, dites-nous, moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pense le peuple de cette décision quand même. Est-ce que vous êtes comme Roland Garros, le public à applaudir merci Macron pour nous avoir libérés enfin. Mais ça, on n'est pas tout à fait terminé quand même. Voilà, il va falloir être prudent, notamment le port du masque dans les lieux clos. Il va falloir peut-être attendre la fin de l'été. En attendant, voilà, quand on va se retrouver dans des files d'attente à la poste par exemple, quand on va se retrouver dans les transports, quand on va se retrouver dans les manifestations pour ceux qui vont aller manifester encore, il va falloir porter le masque. Pour Philippe et les autres. Ouais, mais lui il met un masque à gaz, donc ça va, il sera. Ouais, mais ça c'est pour se protéger d'autres choses, c'est pas pour se protéger du Covid, ça c'est pour se protéger des gaz lacrymaux tirés par la police, tu vois. Tu sais, sincèrement, ce que j'espère, c'est que les Français dorénavant auront le réflexe, lorsqu'ils seront malades, un rhume, une grippe, ce que tu veux, de mettre un masque lorsqu'ils sortiront de chez eux, tu vois. Ça serait un vrai progrès, parce que je te rappelle quand même que l'effet masque a fait chuter de manière très très significative cet hiver toutes les gastro, c'est vrai. les bronchites, la grippe aussi, tu vois. Donc le masque, c'est pas idiot en soi, hein. Ouais, mais en même temps, quand t'allais chez le médecin et que t'avais des symptômes grippales, on dit ça, on dit grippo ou grippal d'ailleurs. Merci, grippo. Vous êtes super Amédée. Grippo, d'accord, merci. Et on mettait tout sur le Covid, donc voilà, c'était rapide comme ça. Non, mais je vais te donner un autre exemple. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu iras chez le médecin, dans la salle d'attente, tu mettras un masque. Ah oui, même quand tout ça sera fini. Même quand tout ça sera fini, je sais pas. Ismaël, est-ce que tu penses que les Français vont changer d'attitude par rapport à ce masque qui quand même représente un coût? On oublie de le dire quand même, mais pour les familles défavorisées, le masque représente un coût, mine de rien. Oui, non, moi honnêtement, je pense que peut-être certains vont changer leurs habitudes, mais je pense que la majorité ne le fera pas pour la simple et bonne raison que même pour le port du masque, on se rend compte que ça fait belle lurette que certains ne le portent plus. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas s'il nous entend aujourd'hui, mais le député de la République En Marche du Doubs, qui s'appelle Monsieur Denis Sommer, il a à Grand Charmont, dans le Doubs, une ferme pédagogique, et devant, il y a un gros panneau, c'est écrit port du masque obligatoire. Je peux vous dire que lui et son équipe ne l'ont jamais mis une seule journée. Ah bah voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est connu ça. Par contre, si tu es élu conseiller départemental, Ismaël,
Il va falloir que tu fasses quelque chose pour la 4G, hein, parce que c'est pas top, hein, vers chez toi. Non, mais ça, c'est important. Je sais pas si c'est de votre ressort, mais bon, en tout cas, il va falloir travailler là-dessus. Bien sûr que si. Ah oui, d'accord. Parce que lui, Karim Alouache, en Seine-Saint-Denis, ça marche nickel, hein, pas de problème. Bon, alors, on va parler d'un sujet aussi qui nous interpelle et que cher Ismaël a choisi d'évoquer aujourd'hui. Hein, contrairement à Karim qui est venu les mains dans les poches aujourd'hui, Ismaël il a un peu bossé et il va nous parler des galères Parcoursup pour les étudiants. Alors on est en plein dedans, Ismaël, c'est ça? Ah oui, on est en plein dedans. Eh bien on t'écoute, alors raconte-nous un petit peu cette galère que subissent les étudiants en ce moment. Alors moi justement, je demande à celles et ceux qui nous écoutent d'imaginer un seul instant qu'ils sont étudiants. Donc vous venez ou vous êtes en train de passer vos examens de fin d'année, commence là cette fameuse incertitude de la poursuite des études supérieures. Vous êtes inscrit depuis plusieurs mois sur la plateforme Parcoursup, donc on sait qu'elle est source d'anxiété pour bien des étudiants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il faut le noter. Mais cette année, la galère de Parcoursup prend une dimension un peu plus particulière, parce que oui, il y a celles et ceux qui s'inscrivent pour la première fois en 2021 à la sortie classique du lycée. Les voilà, attendant d'ailleurs encore aujourd'hui une place, plus de 2 semaines après le début des premiers résultats pour certains. Vous allez me dire, mais Ismaël, rien de nouveau sous le soleil, cette actualité, elle revient d'année en année, et c'est vrai. Et non pas qu'elle ne soit pas importante, mais ça sonne un peu comme un disque rayé, puisqu'on l'entend à chaque fois. Mais cette année, je vais vous parler particulièrement des étudiants qu'on a appelés de la génération Covid 2020. Ces étudiants qui, il y a de ça quelques mois, voire même une année, postulaient pour la toute première fois, allant jusqu'à payer entre 90 € et plusieurs milliers d'euros pour certaines formations qui n'ont pas été dispensées à cause de ce satané coronavirus. Vous allez encore me dire, mais attends Ismaël, et si la formation n'a pas pu être dispensée, les frais d'inscription ont automatiquement été remboursés. Mais si seulement c'était aussi simple. J'en ai rencontré de ces jeunes qui pour 200 €, oui, juste 200 €, dirait Balkany, dont les poches regorgées de quelques exemplaires du gros billet violet, réclamaient un remboursement qui n'arrivera jamais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup, et d'ailleurs, je ne savais pas que Karim était dans le milieu bancaire, mais je me permets la petite référence au monde de la banque, c'est un petit peu comme le contrat bancaire que vous allez souscrire. Il y a ce qu'il y a écrit en gros, avec les petites phrases contractuelles, qui ont pour but de bien entuber le client, quel étudiant, face au banquier, quelle université. J'avais interpellé il y a très peu de temps le sénateur de la Somme, Rémi Cardon. Lui-même disait son étonnement face à cette situation et promettait une intervention au Sénat qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. Il y a un moment où à la détresse étudiante s'additionne une détresse financière que la génération Covid a subie de plein fouet. Et on ne peut s'y résoudre. J'en profite pour rendre hommage aux forces actives de la société civile qui épaulent nos jeunes dans ce moment difficile, on en a parlé tout à l'heure. Avec un peu de chance, on aurait pu se dire que peut-être ces jeunes n'auraient pas eu à payer les frais d'inscription de cette année 2021. Vous imaginez bien que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et que ces jeunes-là ont dû raquer à nouveau. Pire, la génération Covid n'est plus prioritaire. Elle passe désormais derrière la génération 2021. Ce qui m'étonne dans tout cela, c'est le silence de Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, ou encore celui de Michel Blanquer, qui nous rabâche à chaque fois que nous sommes dans un pays où l'ascenseur social n'est pas en panne et où l'égalité des chances est toujours d'actualité. Mais la réalité, c'est que la génération Covid est une génération sacrifiée. On peut le dire aujourd'hui, rend l'argent Jean-Michel et rend l'argent Dominique. Plus sérieusement, aviez-vous connaissance de cette situation de la génération Covid 2020, impactée jusqu'au portefeuille et jusque dans l'assiette? Et attendez-vous du gouvernement qu'il agisse concrètement pour ces jeunes laissés pour compte? Eh ben dites donc, c'est parfait ça mon Ismaël, bravo pour cette première chronique là. Alors Karim Alouache, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il n'en pense plus, là. Il pense plus. Karim, ça y est, il est reparti faire un plongeon dans sa piscine. Je suis là. Ah ouais, non mais pardon de te réveiller mon Karim. Hein. Donc les galères Parcoursup. Tu m'as dit d'enlever mon micro, donc je l'ai enlevé, je le remets. Ah oui, bah, faut le remettre rapidement aussi, voilà. Alors, mon Karim, sur ce qui vient d'être dit par Ismaël. Alors, moi je suis pas étudiant, mais j'ai des enfants étudiants, donc je comprends tout à fait le désarroi. Pour moi, la plus grande injustice de Parcoursup, c'est surtout son opacité. Parce que vous ne savez jamais pourquoi vous êtes pris ou pas pris, vous ne savez pas pourquoi un tel a été pris et l'autre non. Et surtout, alors là, c'est un peu l'effet pervers de tout digital. Ce qui plaît beaucoup aux jeunes, c'est super le digital. Mais quand vous avez un problème, elle va vous parler à votre machine et votre machine, elle ne vous répond pas et elle ne vous parle pas. Moi, je ne suis pas nostalgique de l'ancienne génération.
Mais au moins, on allait à la fac, on prenait un dossier, s'il y en avait, il était pour nous et c'était réglé. Il y avait des critères d'admission que l'on remplissait, mais on avait une forme de transparence et un classement. Aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même. En plus, sincèrement, c'est une usine à gaz, quoi. Je veux dire, c'est pour comprendre. En plus, il y a plein d'astuces. J'ai des vœux, mais si je me positionne sur un, je perds l'autre, etc. Non, moi, je trouve que ce manque de transparence est la plus grande injustice. Et ça va poser de plus en plus de problèmes, tout simplement. Est-ce qu'il faut parler d'inégalité aussi avec cette formule Parcoursup, Ismaël? Ah, mais bien sûr, c'est totalement, j'allais dire inégal. Et moi, je vais vous prendre un cas très pratique. Quelqu'un comme moi, je ne devrais pas être prioritaire, par exemple, sur Parcoursup. J'ai décidé de reprendre le droit à côté du travail. Et je peux vous dire qu'il y a des étudiants que je connais qui n'ont pas un profil catastrophique non plus, qui, eux, passent après moi, sous prétexte qu'il y a un certain parcours professionnel à côté, etc. Donc, le dispositif Parcoursup aujourd'hui, il est totalement inégalitaire. Et au-delà de ça, je veux dire, il y en a qui ont emprunté pour pouvoir payer certaines formations. Je parle vraiment, le plus haut, moi, qui m'est remonté, c'est 2 000 € de formation. On ne les a pas remboursés. Donc maintenant, je ne sais pas si des responsables politiques nous entendront, mais c'est un vrai problème de société, surtout à un moment donné où les jeunes, je le disais, sont touchés jusque dans l'assiette. Ouais, effectivement. Non, mais c'est un vrai point que souligne Ismaël, et que peu de gens et peu de médias aussi ont relayé, parce que ça, c'est du problème, ça. Vous voyez, c'est pas le niqab, ou c'est pas le musulman qui a peut-être une barbe un peu trop longue. C'est pas les problèmes d'insécurité. Ça, c'est des problèmes qui concernent toute la jeunesse, hein, les étudiants. Et pourtant, sur CNews, sur BFM, LCI, on s'en tape, quoi. Et d'ailleurs, moi, je me permets juste une petite remarque, c'est que quand on parle de l'absence de ce sujet sur les chaînes de grande écoute, que ce soit des médias comme Quotidien, comme CNews, BFM et compagnie, qu'on avait contacté quand on a sollicité des élus de la République pour dire mais aidez ces jeunes-là, et au lieu de leur sortir des aides, commencez par leur rendre leur argent, il y a eu silence radio, parce que effectivement le sujet, excusez-moi, mais il n'est absolument pas sexy pour certaines. Il n'est pas porteur. Lignes éditoriales. Oui, effectivement. Non, mais tu as raison, hein, les droits d'inscription pour des concours, tu en as facilement pour 1 500 €. Donc déjà, ça, c'est un premier barrage. La deuxième chose, au-delà de l'argent, et c'est vrai que quand on voit ce qui se fait à l'étranger, on est extrêmement bien servi en France, mais moi, ce que je n'accepte pas, c'est cette opacité totale. Vous ne savez pas sur quels critères vous avez été recalé ou sur quels critères vous êtes pris, et vous avez entièrement raison. Moi, j'ai un exemple, j'ai des amis, j'ai une amie, elle a 2 filles, il y en a une qui a fait un master et qui a décidé, et c'est son droit, de changer complètement d'orientation et de faire médecine. Donc, elle s'est inscrite pour qu'après son master à Parcoursup, elle a déjà son affectation en fac de médecine, elle sait où elle va, elle est déjà prise, et puis sa sœur qui est en terminale, qui est en train qui a passé son bac aujourd'hui, elle n'a pas d'affectation. Donc, et voyez, c'est comment vous comprenez ça, vous, quelque part, et des cas de bac mention prise dans telle fac et bac pas mention ou bac mention pas pris et l'autre pris, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des algorithmes, alors on prend un peu de mention, un peu de mention, enfin l'algorithme il a ses limites, et est-ce que le hasard c'est la justice? En fait, c'est ça. Je suis pas convaincu, quoi. Il n'y a pas de règle établie, en fait, parce que ça pourrait être un classement sur, par exemple, je sais pas, les meilleures notes obtenues pendant telle ou telle classe ou tout au long de la scolarité. Non. C'est un petit peu au petit bonheur de la chance, quoi, Ismaël. Quotas, hein. Non, mais moi je pense qu'il y a. Non, mais tu as raison, il y a des quotas en fonction du bac. Alors, juste petite précision. Alors, je suis désolé, c'est vrai qu'on n'est pas synchro, mais petite précision quand même aussi qu'il faut dire, c'est que quand on pense aussi à nos jeunes qui travaillent à côté des études, ils cotisent, ces jeunes-là, par exemple, à ce qu'on appelle le compte formation. Aujourd'hui, il y a aussi une grosse inégalité. Si vous voulez aller faire une formation pour être cariste, là, on va vous la payer. Mais si vous voulez qu'on vous paie les frais d'inscription pour reprendre vos études supérieures ou poursuivre vos études supérieures, on vous dit que ça n'est pas une formation. Sauf que je suis désolé, un parcours
universitaire aujourd'hui, c'est un parcours qui forme justement au métier que vous visez justement par la suite. Donc, il y a un certain nombre de points de correction qu'il faut mettre en place. Et à mon sens, pareil, quand je parlais des coûts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait qu'on peut mettre plusieurs vœux. Imaginons que vous preniez 4, 5, 6 vœux à 90 €, parce que vous pouvez en prendre jusque 10, donc ça chiffre vite. S'il y en a un seul qui vous retient, pareil, les 9 autres ne vous sont pas remboursés. Est-ce que ça, c'est normal de payer des frais d'inscription pour des formations que vous ne suivrez pas? Ouais, alors, si vous voulez évidemment intervenir là-dessus, 01 40 33 98, tiens, j'en profite, les amis, pour saluer un camarade qui est de passage dans les studios, que vous connaissez peut-être, Hicham Terak, qui est avec nous. Tiens, viens dire bonjour, Hicham. Comment ça va, mon Hicham? Ça va, tu vas bien, Christophe, ou quoi? Ouais, parle devant le micro, par contre. Tu sais, t'as perdu l'habitude, je crois, ça fait longtemps, t'es pas venu à la radio. Les bureaux ont changé. Bah oui, c'est ça. Toi, t'as des cheveux, je vois aussi. Quoi? T'as pris de la barbe un peu, t'as pris du poids. C'était bon le confinement. Ouais, ça c'est vrai, ça c'était très très bon, le confinement, effectivement. Ça va, mon Hicham? Ouais, bonjour aux auditeurs et bonjour à ceux qui étaient en train de parler, désolé. Il y a Ismaël Boudjekada. Salut Ismaël Boudjekada. Et Karim Alouache. Salut Karim Alouache, j'espère que tu vas bien. Karim Alouache qui est dans sa piscine. Ah, ouais. Quelle indignité. Ouais, c'est ça. Il est dans sa piscine, température chauffée à 24 degrés. C'est beau. Voilà, donc c'est magnifique. Dis-moi, tiens, Hicham, puisque t'es là, ouais. On parlait tout à l'heure de cette bonne nouvelle de la délivrance que nous a annoncé le gouvernement. Le masque fini. Ouais, mais moi j'ai été surpris. Apparemment, c'était obligatoire le masque. Hein? C'est vrai. C'est vrai que personnellement, je dois avouer maintenant que c'est plus obligatoire. Je dois avouer que franchement, la première chose que je faisais quand je descendais du bus vers chez moi, Karim, pardonne-moi, mais j'enlevais le masque, quoi. T'as été mauvais élève, c'est ça? Je trouvais ça ridicule d'être pratiquement tout seul là où j'habite, à marcher dans la rue, croisant 2-3 pèlerins, de porter le masque. Ça me paraissait ridicule, donc je l'enlevais, ouais, carrément. Voilà. Et je pense que j'étais pas le seul, hein. À mon avis, il y avait beaucoup de monde comme ça. Parce que, je le disais, moi je travaille aussi du côté de Bruxelles. Ouais. À Bruxelles aussi, c'était obligatoire. Et ça ne l'est plus depuis la semaine dernière à Bruxelles. Au départ, exactement. Et moi, j'habitais pas loin. J'ai dit pas loin, j'ai pas dit dans le quartier. C'est l'espèce de Beverly Hills de Bruxelles. Ça s'appelle Molenbeek. Ouais, Molenbeek. Et à Uccle, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne mettait le masque. Et j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ici les gens le mettent pas? Et on m'a dit, il y a tellement de gens importants ici que les forces de l'ordre ne contrôlent pas parce que derrière ils savent pas sur qui ils vont tomber et la personne a potentiellement le bras long. Donc il faut dire qu'à tout niveau c'est systématiquement 2 poids 2 mesures. Ah ouais, c'est clair. T'as vu, Hicham, c'est 2 poids 2 mesures cette histoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais non, je vais pas relancer des tests complotistes quand même. Non, arrête. Non, mais après il faut pas avoir la peur du gendarme. C'est soit tu veux te protéger et protéger les autres et tu le fais, soit tu penses que c'est pas nécessaire et c'est ton problème, c'est tout. Mais c'est pas le fait d'avoir un policier ou un risque d'avoir un PV, moi, qui me fera porter ou enlever un masque, ça n'a rien à voir. Hicham Terak, t'es vacciné? Moi, je suis vacciné contre le racisme, oui. Ouais. Contre la bêtise, j'essaye, tu vois, j'entretiens mon vaccin. Ouais. Mais contre le vaccin en lui-même, non, pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? J'attends de voir les effets secondaires. Arrête, oh non. Attends. Tous les mecs qui se font piquer, ils ont mal au bras. Je veux pas avoir mal au bras. Et alors, on a mal au bras. Je ne veux pas avoir mal au bras. Vous m'entendez? Non, mais Hicham, venez me chercher. Je ne peux plus entendre ça. Autant c'était entendable au début. Maintenant, il y a eu des millions de personnes qui ont été vaccinées. Il n'y a aucun souci. Immunité commune ou je sais pas quoi. Bah voilà, donc c'est bon maintenant, faut y aller. Si tout le monde est vacciné, je suis tranquille alors. Bah non, t'es pas tranquille. Moi j'ai chopé le Covid déjà. Non. T'as peut-être chopé le Covid, mais tu peux encore le réattraper et encore le filer. Bon. Bah oui, je reste à la maison, tu sais. Non, c'est ça, oui, bien sûr. Si je chope le Covid, voilà, hop, tu restes à la maison, t'es quand même content, non? Non, t'es pas content parce que si t'as la forme grave. Christophe, ça se voit, t'as travaillé ton discours, genre non. Si tu fais la forme grave comme notre ami Karim qui est ici, qui a été 3 semaines dans le coma, tu fais moins le malin. Ah, j'avoue, là, ouais. Karim, avais-tu des comorbidités? Non. Avais-tu mangé quelque chose de... Non, il y a rien. Il avait juste tenu un bureau de vote pour les municipales en mois de mars 2020. Mais tu sais que j'ai des amis à moi qui sont aussi retrouvés à l'hôpital en ayant tenu malheureusement des bureaux de vote. D'ailleurs, à ce niveau-là, je me demande où en est la responsabilité de ces personnes, tu vois. Ouais. Et bon, il s'en est remis, et je pense que Karim aussi s'en est remis. Oui, il s'en est remis, mais ça a été dur. Hein. Ça a été dur, mon Karim. Il a perdu un œil quand même. Non. Bah si. Sérieux? Ouais, non mais sérieusement, on n'est pas en train de déconner là. Il a perdu un œil à cause des machines de réa et tout le bordel. Ah ouais. Voilà, il est borgne. Voilà. Il est presque comme moi, mais il est borgne. Karim, rien à voir avec les gilets jaunes.
Non, rien à voir. Non, il s'est pas pris de LBD dans la tronche, mais non. Hicham. Je pose la question. Non. C'est les machines, évidemment, Enchanté, Karim. qui ont brûlé, en tout cas. C'est ça, Karim? Oui, c'est exactement. Ah, donc c'est dû à un souci à l'hôpital, en fait, c'est ça? Ah oui, c'est à l'hôpital, oui. Ah, c'est chaud, cette histoire. Ah oui, il s'est réveillé, Karim. Pardon, Ismaël, qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, c'est dingue. Après, moi, honnêtement, c'est peut-être mon côté croyant. Et moi, je me dis, bon, faut faire attention, bien sûr. On est responsable de ce qu'on fait. Allez, encore un Maintenant, islamo-gauchiste. Non, mais même pas. Mais à un moment donné, moi, je parle du principe, si tu dois l'avoir, tu l'auras. J'étais chez mes parents pendant le premier confinement. Mon père est pompier. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était 10 à la maison, même plus, je crois 12. Et pour le coup, mon père l'a eu. Et il n'avait pas le masque à la maison. Et il y a strictement personne d'autre qui l'a eu. Ah, donc c'est bizarre, ça. voilà, moi je pars du principe, si tu dois l'avoir, tu l'as. Après, bien évidemment, pour les victimes directes du Covid, j'ai perdu par exemple le beau-père de ma sœur est décédé du Covid, etc. Il avait des comorbidités, pardon. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. J'ai aussi tenu un bureau de vote, et ben tant mieux, je touche du bois, je l'ai pas eu. Mais on est responsable de ce qu'on fait, mais à côté de ça, je pense qu'en faire tout un foin, puis aller jusqu'à... Parce que on parle des morts du Covid, mais parlons aussi de celles et ceux qui ont mis fin à leur jour parce que des stress psychologiques, parce qu'on leur a fermé leur commerce et compagnie, eh ben, il y en a eu aussi. C'est vrai. Donc il y a des dommages collatéraux. Ça, c'est les dommages collatéraux. 6 millions de personnes vont accepter le vaccin de la même manière, j'y crois pas une seule seconde. Il va y avoir des morts à cause de ce vaccin aussi. Hicham, t'es d'accord là? Je crois pas qu'on puisse dire que... crois pas qu'on puisse comparer les gens qui se sont suicidés au nombre de décès du Covid. Je crois que aujourd'hui, on pense toujours que ça n'arrive aux autres que quand ça vous tombe dessus ou sur votre entourage. Je peux vous dire que moi dans ma ville, on est 2 à avoir fait une forme très grave en 2020. Je vous rappelle quand même qu'on était les premiers, que personne ne savait comment ça se soignait en réalité. Mais depuis, à 100 mètres de chez moi, j'ai un voisin à 56 ans Raoul qui savait. qui est décédé il y a encore pas longtemps et qui faisait extrêmement attention, quoi. Ouais, alors Hicham vient de faire une petite remarque que personne n'a entendue. Si, il y a le docteur Raoul qui savait. Et tous ceux qui ont le même level, on va dire, de savoir dans ce domaine, je pense. Il y a une perquise d'ailleurs dans son institut. Mais j'ai entendu ça là, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Ouais. Docteur Raoul. Enfin, il y a des gens qui ont été soignés aussi avec son remède et qui sont morts. Donc on peut pas dire que c'est comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout le monde dit oui, les laboratoires ils s'en mettent plein les fouilles, mais les laboratoires, pour ceux qui sont dans la finance, savent qu'ils ont plein de pognon déjà. Oui. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. Ils en veulent plus, Karim, tu connais, c'est comme le capitalisme, ils en veulent toujours plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a des États, il y a des communautés qui maîtrisent tout ça, et croyez-moi, je ne le citerai pas, mais je connais au moins un État qui, s'il avait un doute sur le vaccin ou un doute sur la crédibilité des choses, je peux vous dire qu'il n'aurait pas mis des milliards sur la table. Donc, mais Karim, tu prends un exemple concret. Regarde, j'ai parlé de l'Algérie. Je parlais de l'Algérie. Non, je ne pensais pas à l'Algérie. Oui, Ismaël, pardon. Juste un point, non, il n'y a aucun souci. Il faut aussi rappeler une chose, il y a un investisseur qui passait dans une émission sur M6 dont le nom m'échappe, mais qui expliquait que quand il était plus jeune, ils avaient besoin de financement pour une étude par rapport à l'apport de vitamines dans la nourriture des gamins pour éviter certaines formes de cancer et compagnie. Il a rencontré des responsables de laboratoires pharmaceutiques qui lui ont dit banco, les cancers nous rapportent de l'argent, quel est notre intérêt d'investir dans une étude qui va limiter, qui a potentiellement comme résultat tout simplement moins de cancers. Je veux dire, les laboratoires pharmaceutiques c'est une réalité. Non. Allez, engueulez-vous là, ça fait longtemps les gars. Non mais Ismaël, il vient de te sortir un argument implacable, mon cher Karim. Qu'est-ce que tu peux faire là? Moi aussi, je peux te monter des histoires comme ça. Il y a d'autres témoignages de ça. Il y a d'autres témoignages beaucoup plus anciens. Karim, t'es dans la sauce parce que là, on va pas te lâcher. Non, le gars qui te raconte ça, il te raconte des conneries. Je crois qu'il faut arrêter de regarder ou d'écouter CNews ou BFM. Il faut revenir à des choses plus rationnelles. Il faut arrêter tous ces grands délires des laboratoires, je te mets pas d'argent. Dans ce cas-là, moi, je vais te dire un truc très simple. Et c'est un parallèle. La gauche ne s'occupe pas des pauvres. Et pourquoi ?
parce que c'est le fonds de commerce de la gauche. Et le jour où il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de gauche. Ah. Donc, oh là 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 là, pas. Non mais déjà le discours rodé, tout de suite on revient à la gauche. Hein? Respect Karim. Franchement respect Karim. Tu vas sortir un scud de malade. Non, c'était pas un scud. On va recevoir dans un instant 2 gens de gauche en plus. Là t'as préparé le terrain Karim. Ça y est, c'est bon là. Ah, tu nous as mis bien. Voilà. On peut pas dire ça. Moi, je prends le cas pareil, Karim. Tu veux pas remettre en cause la responsabilité des labos. Quand on nous sort que l'homéopathie, par exemple, ça ne sert à rien parce que ça coûte 3 fois rien, et c'est ça la réalité, c'est que ça coûte 3 fois rien, alors que ça fonctionne, on me dit que c'est juste des effets placebo et donc on ne rembourse plus. Il y a un moment donné, tu vois qu'ils défendent leurs intérêts. Alors moi je vais défendre mes intérêts, Ismaël, Karim, puisque je balance la pub, on est d'autant dans un instant avec nos invités sur France Maghreb 2, à tout de suite. Le grand forum, le vrai, l'authentique. Méfiez-vous des imitations, c'est tous les jours et en direct sur votre radio France Maghreb de 16h, 18h pour nous rejoindre, nous écouter bien sûr et participer aussi au 01 40 33 9000 avec Karim Alouache, notre banquier d'affaires, avec Ismaël Boudjekada qui est avec nous aussi. Et nos invités qui sont avec nous. Et je vais commencer parce que galanterie oblige, forcément, par Madame Céline Malaisé qui est avec nous. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bienvenue. Alors attendez, il est où votre micro là? Allez-y, parlez. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Bon. Alors Céline Malaisé, vous êtes conseillère régionale sortante. Vous êtes présidente du groupe Front de Gauche à la région Île-de-France. Et vous êtes donc candidate sur la liste de Madame Clémentine Autain. C'est la liste, je crois, Pouvoir vivre en Île-de-France. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. Avec Clémentine Autain. Alors, Céline Malaisé, évidemment, vous êtes conseillère régionale, donc vous savez un petit peu de quoi vous parlez. Et d'abord, première question, et aussi on va accueillir quand même Monsieur Karim Gued qui est avec nous. Comment ça va, mon Karim? Ça va, Christophe? Je suis content de te voir. Moi aussi. Bah oui, et puis Karim, tu te lances en politique. Enfin, tu te lances. Oui, je continue. Voilà. Tu continues, voilà. Alors, Karim Gued, c'est quelqu'un que vous connaissez évidemment, puisque vous l'avez déjà entendu sur France Maghreb 2, et Monsieur Karim Gued, il est candidat, lui, aux élections régionales, sur la liste aussi de Clémentine Autain, pour le Val-de-Marne, et tu es cadre territorial, mais aussi vice-président d'une fédération olympique. Ah, l'olympisme, on peut en parler, on va en parler aussi, puisque ça approche là les JO 2024 en France, hein? Ça approche, ouais. On a déjà les JO de 2021 à Tokyo qui sont très proches. Oui, qui vont se dérouler à Tokyo, bel et bien. Qui devraient se dérouler à Tokyo, bel et bien je ne sais pas, mais qui devraient se dérouler. D'accord, très bien. Alors, Céline Malaisé, d'abord le bilan de Madame Pécresse, parce que c'est la présidente sortante de cette région. On les voit d'ailleurs, on la voit sur tous les plateaux débattre, d'ailleurs avec Clémentine Autain, que je trouve d'ailleurs assez intéressante, Madame Autain, voilà, je ne prends pas parti, mais je l'ai trouvée en tout cas très intéressante dans les propositions et puis surtout dans les débats. C'est peut-être une des meilleures d'ailleurs que j'ai trouvées face à Valérie Pécresse. Il y a eu d'ailleurs des échanges assez houleux, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois, sur LCI. Le bilan de Madame Pécresse, Céline? Il est mauvais. Il est mauvais? Il est mauvais, très mauvais. Par contre, votre micro, il est mauvais aussi, donc il va falloir changer là. Il est pas bon, votre micro. Mon micro est mauvais. On est à France Maghreb 2 ici, on n'est pas à la région Île-de-France. J'échange les micros, je joue le technicien. Merci, Hicham. Voilà, merci pour mon retour à la radio. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, Céline, il est mauvais, le bilan de Madame Pécresse. En quoi il est mauvais, franchement? Alors, là c'est mieux. C'est mieux voilà. comme ça, on m'entend bien. Plus vous avez une belle voix. Alors, il est mauvais parce que c'est un bilan finalement qui est surtout à l'encontre des franciliens. Je vais donner quelques chiffres. Oui, donnez-nous des chiffres. Alors, la région coproduit du logement public. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, quand Valérie Pécresse a été à la tête de la région en début 2016, fin 2015, début 2016, il y avait 620 000 demandeurs de logement social. Aujourd'hui, il y en a 750 000. Et pendant ces 5 années, le budget du logement en Île-de-France, donc pour la région, a été divisé par 2,5. Donc elle est en réalité, en grande partie, finalement responsable de la situation d'aggravation sur la pénurie de logements neufs et notamment de logements publics, donc accessibles à tous dans la région. Ça, c'est un premier chiffre. Après, je peux en donner un deuxième de chiffres. La région a la compétence des lycées, ce qui est quand même extrêmement important parce que chacun et chacune a le droit de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Le bilan, c'est moins 23 € par lycéen sur la mandature chaque année.
Voilà, c'est-à-dire que la dotation régionale accordée aux lycéens, c'est moins 23 € depuis 2016. Alors, les grands axes, Karim, Céline, Karim, sur l'éducation, c'est important aussi, ça, l'éducation, bien sûr, comme message à faire porter pour la région. Mais naturellement que c'est même primordial, l'éducation. Surtout aujourd'hui, on parle beaucoup de citoyenneté, d'action citoyenne. Former les citoyens de demain, ça se fait dans la mesure où ça se fait sur un pied d'égalité. Et ce que met en avant Céline aujourd'hui, c'est que les inégalités se creusent de plus en plus, surtout dans un contexte de crise économique et sociale tel qu'on l'a connu, mais qui n'est pas, malheureusement pas, on n'est pas encore sorti d'affaire de cette pandémie. Et les non-actions de Valérie Pécresse et de son équipe pour pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir, sur un pied d'égalité, avoir accès à, ne font qu'accroître encore une fois ces inégalités. Et c'est effectivement les populations malheureusement issues des quartiers populaires qui, encore une fois, en pâtissent cette non-activité. Alors Céline Malézé, j'ai oublié de dire aussi que vous étiez chef de file du Parti communiste français. Oui, il y a encore des communistes dans ce pays. Tout à fait. Absolument. Il y en a encore, il y en a plein d'ailleurs en Ile-de-France. Et d'ailleurs, il y a un département qui est dirigé par un président communiste qui est le Val-de-Marne. Ouais. Puis c'est une vraie force militante, en réalité, avec des militants et des militantes qui donnent une grande part de leur temps libre pour faire avancer les idées de progrès et pour aussi construire des politiques publiques, notamment dans les villes ou les départements. Et puis quand on est dans l'opposition, comme moi je l'ai été pendant 6 ans, l'objectif c'est de mettre à jour tous les mauvais coups. Voilà, et de dire ce qui est en train de se passer, d'essayer de construire des mobilisations pour stopper les choses totalement aberrantes. Par exemple, on a une maire communiste à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, qui a lutté, qui s'est vraiment mobilisée de façon extrêmement importante contre le CDG Express. CDG Express, c'est ce train qui irait de l'aéroport jusqu'à la gare de l'Est. Ah, gare de l'Est. Gare de l'Est, ouais. Et 24 € l'aller, 24 € le retour, donc sans desservir les territoires qui traversent. Donc vraiment un train réservé aux riches touristes ou touristes d'affaires essentiellement. Et ce train-là est fait, finalement, les travaux ont débuté, et ils se font au détriment du RER-B qui lui est emprunté chaque jour par 1 million d'usagers. Et donc on s'est opposé, notamment avec la maire de Mitry-Mory, qui est une maire communiste, Charlotte Blandiot-Farid. Et elle a fait stopper les travaux devant le tribunal administratif. Elle a fait stopper les travaux aussi en organisant une mobilisation avec la population de Mitry-Mory pour barrer la route aux camions. Donc on a besoin d'élus qui sont engagés comme ça. Et puis les communistes, c'est des gens qui comptent pas leur temps en fait pour défendre les intérêts de la population. Donc il y en a encore, et heureusement qu'il y en a encore, et j'espère qu'il y en aura encore longtemps. Alors Céline et Karim, il y a un sujet aussi qui est très important pour les habitants de la région Île-de-France, c'est les transports. Les transports, alors pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, on nous incite, avec notamment la dernière décision de Madame Anne Hidalgo, qui ne fait finalement qu'appliquer ce qu'elle avait dit pendant la campagne, hein. Jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que la fin du diesel est prévue pour 2026. Ça m'a été confirmé d'ailleurs par l'adjoint au maire de la ville de Paris hier sur France Maghreb 2 par monsieur Guillaume Durand. 2026, peu de diesel à Paris et dans son petite agglomération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand vous prenez les transports, c'est bien. Mais le problème, c'est que faut-il encore avoir des transports qui marchent, qui soient à l'heure, où il n'y ait pas de problème, où les rames ne soient pas surchargées. Quand vous, par exemple, par rapport à un problème que vous rencontrez dans les transports, vous mettez 1h30 pour un trajet qui vous prendrait 30 minutes en voiture, c'est un problème. Comment régler, comment parer à ce problème, Céline Malézé? Mais déjà, il faut redoubler l'investissement sur les transports en commun pour pouvoir à la fois rénover tous ces RER qui sont très souvent en panne et trop souvent en panne, et donc grosse galère du quotidien pour des millions d'usagers, voilà, notamment le RER-B, le RER-D, le RER-C. Alors on a des projets qui sont des projets concrets, hein. Il faut à la fois rénover les rails et les caténaires, à la fois aussi on a un projet qui est de dédoubler le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, où passe le RER-D et B. Et en fait, on ne peut pas faire se croiser des trains. Je ne sais pas si vous êtes déjà été à la Gare du Nord et vous attendez si c'est le B ou le D, et vous regardez et vous savez que vous ne pouvez pas en avoir deux en même temps. Et donc, dédoubler ce tunnel, ça permettrait finalement d'accélérer la fréquence. Ça passera jamais, ça. Ça coûte beaucoup de sous, mais en fait, le budget des transports en Île-de-France, c'est 11 milliards pour Île-de-France Mobilité chaque année et 1 milliard de la région. Donc, en fait, c'est 12 milliards. Et ça, la dernière fois qu'il y a eu des études sur le dédoublement de ce tunnel, on était à moins d'1 milliard.
Donc, je sais, alors c'est des chiffres qui sont énormes hein, sur les projets de transport, mais si ça peut améliorer le quotidien de millions de personnes, ça vaut quand même le coup de se dire que ce serait pas idiot finalement de mettre en œuvre ce projet. C'est comme par exemple la ligne 13, c'est quand même la ligne de l'enfer. Voilà. La ligne de l'enfer, effectivement. La ligne de l'enfer, cette ligne 13, il y a 15 ans, les communistes, puisqu'il y en a encore, s'étaient dit, tiens, on va essayer de trouver une façon de décharger la ligne 13. On va essayer de porter la question de la prolongation de la ligne 14. Alors, on nous prenait pour des farfelus. Et puis finalement, cette prolongation de la ligne 14, elle a été inaugurée en janvier dernier par Valérie Pécresse. Mais ce n'est pas son projet initialement. Alors on en a d'autres, un projet qui peut paraître complètement fou aujourd'hui, ce serait de faire un métro circulaire tout autour de Paris, dans la toute proche couronne, qui permette en fait à tous ces franciliens qui ont besoin de leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, parce qu'il n'y a pas les transports en commun adéquats, finalement de prendre le transport en commun. Alors c'est des projets sur le long terme, toujours le transport. C'est des projets essentiels. Donc il faut accélérer les rénovations, mais aussi accélérer le maillage. Donc on en a plein des projets. Le Grand Paris Express, par exemple, c'est un projet qui a été initié et porté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, Christian Favier. Et au départ, on le prenait pour un illuminé. Et aujourd'hui, la ligne 15, quand elle va être mise en place, tous les usagers vont se dire que c'est formidable. Effectivement. Alors, Karim Ghati, une des propositions de Madame Pécresse, tiens, alors vous savez, c'est un courrier qu'elle a envoyé au ministre de l'Intérieur pour demander à ce que les femmes portant le voile ne le portent pas sur la fameuse photo du pass Navigo. Ah, ça, c'est une sacrée proposition, Karim. Je sens la question piège, mon cher Christophe. Non mais franchement, cette proposition de Madame Valérie Pécresse sur le fait, est-ce que franchement ça pose problème qu'une femme pose avec se fasse photographier avec le voile sur la tête sur la carte de transport, franchement? Déjà pour commencer, ce qui émane de Valérie Pécresse malheureusement ne m'étonne plus, puisqu'elle n'est pas un premier dérapage prêt, puisqu'elle l'a fait et refait et continue de le faire et continuera de le faire, puisqu'elle parle d'insécurité matin, midi et soir, et quand elle parle d'insécurité, ça lui évite de parler de son bilan. Donc là, déjà, pour commencer, ça c'est important de le mettre en place. Ensuite, on évolue dans une société où cette question, effectivement, du port du voile devient comment dirais-je, le fer de lance de beaucoup de personnes. Il conviendrait de lui poser la question et de savoir pourquoi à un moment donné elle se positionne. Je l'ai invitée mais elle n'a pas voulu venir. Voilà, je ne suis pas étonné et je pense qu'elle ne viendra pas. Non, voilà. Elle n'a pas besoin d'électorat de France Maghreb 2. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, ça ce sont des éléments qui conviendraient effectivement de un bon débat. Avec elle. Elle n'aime pas trop les débats. Mais après, voilà, cette proposition émane de cette personne. Tu vois, nous on n'est pas du tout sur cette dominante-là, puisqu'on est vraiment sur des prérogatives qui concernent les franciliennes et les franciliens. Elle est plus sur des éléments qui concernent mais pourtant, elle est favorite dans les sondages. Oui, elle est favorite. Oui, mais ça... Après, tu sais, elle est donnée à 34% aujourd'hui, 33%, 33%. Aujourd'hui, on verra ce qui se passera à l'issue du premier tour. Alors, une question que j'ai à vous poser, ma chère Céline. Vous êtes donc auprès de Clémentine Autain, qui est de la France Insoumise. Est-ce que les récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon ne vont pas vous poser un problème ? Le pacte qu'on avait fait avec Clémentine Autain et la France Insoumise, le Parti communiste, on a aussi, dans notre rassemblement de la gauche, on a aussi un groupe qui s'appelle Gauche démocratique et sociale et le Parti animaliste aussi, était qu'on se concentrait sur l'élection régionale. Voilà, une étape après l'autre. Et cette étape-là, l'élection régionale, elle est essentielle parce que ce que l'on va donner à voir, la dynamique qu'on est en train de construire, qui montre qu'à gauche, finalement, on est la liste qui porte le plus, qui a un projet cohérent, qui est réfléchi, ça va être quelque chose qui va peser dans la vie politique pour les années après. Donc, une étape après l'autre, Jean-Luc Mélenchon est maître de ses paroles. Voilà. Je sens que ça vous gêne un peu quand même. Non, mais, sincèrement, vous avez eu des réflexions sur le terrain par rapport aux sorties de Mélenchon ? Non. Alors peut-être le jour d'après, voilà. Dès qu'on fait campagne régionale, les gens nous parlent de leur vie quotidienne. Vous l'invitez peut-être à se taire jusqu'à dimanche ?
Non, il nous a fait une vidéo de soutien aujourd'hui et c'est bien normal qu'il soutienne notre liste. Le secrétaire national du Parti communiste soutient également notre liste. Et je crois que chacun est suffisamment raisonnable et sérieux pour se dire que cette élection régionale en Ile-de-France, elle est fondamentale parce que si on bat la droite de Pécresse, en fait, on bat la droite qui divise, qui stigmatise, on bat la droite qui marche sur les pas de l'extrême droite et ça signifie quelque chose alors que ça pue dans le pays, voilà. Donc ce qu'on est en train de lever. Ça pue comment ? Ça pue politiquement. Ah oui. Voilà, tous les thèmes d'extrême droite qui sont battus et rebattus à longueur de journée, où on nous explique qu'il y a un pluralisme d'idées et finalement on ne parle que de la sécurité sur les élections régionales alors que c'est pas une compétence régionale. Donc nous, ce qu'on donne à voir, c'est autre chose. On veut lever un espoir en Ile-de-France. En tout cas, ce qu'il faut dire, sans être d'appartenance à un quelconque parti, c'est que Madame Autain, avant de se présenter candidate pour les régionales, c'est une femme qui est sur le terrain et qui a bossé depuis de nombreuses années. Elle a bossé en coulisses, voilà. Elle a bossé vraiment dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Elle a été sur le terrain, sur le front. Elle a été à la rencontre des différentes associations. Elle s'est mouillée quand il s'agit, par exemple, de défendre telle ou telle personne ou telle association. Elle a été sur le terrain, Clémentine Autain. Et ça, on peut pas lui enlever, c'est factuel. Voilà, pour le coup. Alors, mettez votre casque parce que là, je pense que vous allez passer un seul quart d'heure. Pourquoi pas, j'en sais rien d'ailleurs. Karim Alouache est avec nous. Il est banquier d'affaires. Voilà, et c'est un politicien aussi dans l'âme. Ismaël Boudjekada aussi. Il est avec nous aussi. Il est dans le Doubs, lui. Et il se présente d'ailleurs au départemental aussi dans le Doubs. Alors, Karim, question pour nos amis Céline Malézé et Karim Gued qui sont avec nous et qui représentent la gauche que tu aimes tant. Alors, moi, je mesurais d'abord tes propos parce que Clémentine Autain, jusqu'en 2014, elle était conseillère, enfin de 2001 à 2008, elle était conseillère à Paris, chargée de la jeunesse. Elle n'était pas du tout en banlieue. D'ailleurs, il y a un grand mystère sur Clémentine Autain, à savoir est-ce qu'elle vit en Seine-Saint-Denis. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas intéressant. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Clémentine Autain va démissionner de son mandat de députée si elle est élue à la région ? Alors, question, Céline Malézé, est-ce que Madame Autain va démissionner ? Donc Madame Autain est députée de Seine-Saint-Denis, elle vit en Seine-Saint-Denis, voilà, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, il y a un engagement qui est contre le cumul des mandats. Donc si elle est élue présidente de région, elle sera présidente de région à 100%. Non mais je t'assure Karim, vraiment, je te parle en connaissance de cause, je t'assure que c'est vraiment une dame qui a beaucoup travaillé, et elle a travaillé en coulisses, quoi. C'est pas du genre à aller à rameuter les médias pour faire venir les caméras à chaque fois qu'il y avait un truc à faire. Elle était sur le terrain et je peux te ramener un certain nombre de personnes qui peuvent en témoigner. Voilà, ça c'est pour Clémentine Autain et c'est pas pour la défendre en l'occurrence. Moi j'ai rien à gagner dans tout ça. Alors, quelles sont vos principales propositions, Céline Malézé? Karim, dans le Val-de-Marne par exemple, il y a aussi une forte attente dans le Val-de-Marne pour ces régionales départementales. Il y a quand même une problématique qui est d'ailleurs semblable à tous les partis politiques en général, c'est l'abstention, Karim. Et ça, pour le coup, je suis sûr que vous en rencontrez aussi des gens tous les jours qui vous disent: vous êtes bien gentil, moi, avec vos programmes, avec vos partis politiques, mais votre politique, moi, ne m'intéresse plus, parce que les partis politiques, il y a bien longtemps qu'ils ne parlent plus au peuple. Karim, ça, c'est une chose qu'il faut entendre. Bien sûr qu'il faut l'entendre, et c'est une réalité ce que tu dis, on l'a vu d'ailleurs sur les dernières municipales, le taux d'abstention a été extrêmement important, et ça a valu les résultats sur certains endroits qu'on connaît. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont un désintérêt de la politique parce qu'ils ne croient plus en la politique. Ils ne croient plus en la politique, pourquoi ? Parce que beaucoup de politiciens vont aller chercher le sensationnel et pensent à la place d'eux et à la place des gens en s'imaginant qu'ils ont la réponse à tout. Or, aujourd'hui, un programme politique, pour qu'il soit viable, il faut qu'il soit de la part des gens, il faut que les gens puissent se l'approprier. Et donc, il faut aller au contact des gens, comme tu l'as dit, à juste titre. Et je crois que Clémentine Autain est la meilleure candidate possible pour cela, parce qu'elle est sur le terrain. Et elle est sur le terrain, que ça soit de manière quotidienne ou que ça soit dans l'ombre, parfois. Mais elle est présente et les problématiques de terrain et surtout des quartiers populaires, elle les connaît. Aujourd'hui, tu me parles du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, aujourd'hui, il faut savoir que c'est 70 000 demandeurs de logement. Et comme l'a dit à juste titre tout à l'heure Céline, Valérie Pécresse a diminué de 2,5 le budget alloué
au logement et c'est une des priorités qui devra être mise en avant dans le département du Val-de-Marne. Donc naturellement, il y aura ici les questions de transport et on l'a dit tout à l'heure, Christian Favier a effectué un gros travail pour l'arrivée du Grand Paris Express et notamment de la ligne 15 dans le Val-de-Marne. Mais il y a une thématique aussi qu'on n'a pas abordée, c'est celle de la santé. Ouais. Voilà, c'est celle de la santé. Et aujourd'hui, on s'est engagé aussi à une ouverture de 300 centres de santé sur la région Île-de-France parce que ça touche le quotidien des gens. Oui. Alors la santé c'est important, mais il y a aussi donc effectivement le logement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, Céline, en matière de logement, vous, pour les habitants de la région Île-de-France? Alors, on propose d'investir 1 milliard sur la mandature. 1 milliard sur la mandature, ça équivaut à peu près à construire 37 500 logements chaque année, des logements sociaux. Ouais. C'est l'obligation en fait qui est faite par un schéma qui est un schéma un peu technique, on va dire, un schéma d'aménagement du territoire francilien. Ça permettrait à la fois de rattraper ce qui n'a pas été fait, mais aussi de répondre à la demande. On propose aussi un grand plan de rénovation du logement, alors déjà du logement public, mais aussi des copropriétés dégradées, parce qu'on a plein de franciliens qui vivent dans des vieilles copropriétés et qui n'ont pas les moyens financiers finalement de les rénover thermiquement, et donc c'est des passoires, la facture d'électricité est extrêmement chère. Donc un plan de rénovation, alors qui serait fait bien évidemment de manière coordonnée avec les communes, avec les départements. Et puis on propose aussi des politiques assez, on va dire, qui sont ciblées sur certaines choses. Par exemple, il faudrait lutter contre le saturnisme. Voilà, ça peut être contre les punaises de lit aussi. Tout ça, ça coûte pas cher. En région Île-de-France, des punaises de lit. Des punaises de lit, il y en a pas mal. Par exemple, il y a des foyers en Seine-Saint-Denis. Ouais. Et donc, ça, c'est terrible parce que les gens doivent se débarrasser de tout finalement. Ah ouais, faut tout cramer. Tout cramer, ouais. Voilà, tout finalement et tout remplacer. Donc, pour une puissance publique comme la collectivité régionale, c'est pas grand-chose. Mais par contre, pris individuellement, c'est quelque chose qui est terrible. Absolument. Donc, on pourrait mettre un plan régional de lutte sur ça. Et puis, bien évidemment, aussi, il va falloir s'occuper de ceux qui n'ont pas du tout de logement. Alors, qui a fait la proposition? Je sais plus, c'est les écolos Bayou qui parlent d'offrir un vélo là, pour tous les... les lycéens. Ouais, tous les lycéens. Alors, nous, on n'est pas tout à fait sur ça. Pour développer la pratique du vélo, on pense que ça doit passer par les jeunes. Mais on est pour les lycéens volontaires. Parce que si un lycéen se retrouve avec un vélo et qui ne veut pas forcément... Et surtout, on est pour construire des pistes cyclables sécurisées. Alors, moi, je suis une vélo-taffeuse. Alors, je fais du vélo tous les jours. Vous êtes en train de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui font du pari à longueur de journée, qui en ont ras-le-bol de ces pistes cyclables qui ont foutu un bordel monstre au point de vue circulation à Paris, faut le dire. Ouais, mais je vous le dis, les gens sont pas contents. Il faut que ce soit organisé, ce réseau. Et puis des gens. Oui, qui ont tué des gens, c'est vrai. Les cyclistes tuent des gens, ça c'est nouveau. Moi, je pensais que c'était plutôt les SUV, moi. Mais ils n'ont pas pu passer à cause de ces pistes. Et des gens sont décédés dans les voitures du SAMU. Ouais, non mais c'est vrai, il y a eu des accidents graves quand même par rapport à ça. Ça a été mal étudié en fait, ça a été mal fait les pistes cyclables. Il y a des endroits, il y a des carrefours, c'était extrêmement dangereux. Carré, question. Oui, moi j'ai une question parce que les punaises de lit, si vous allez aux États-Unis, c'est un phénomène dans les hôtels de luxe partout. Vrai, il y a des à New York, partout. Et en plus, je vous rappelle quand même que c'est la responsabilité des bailleurs sociaux de nettoyer les appartements et j'en connais suffisamment qui ont ce problème-là pour le savoir. Moi, il y a deux choses que je voudrais vous demander. D'abord, voilà, moi je suis lycéen, j'habite en Seine-Saint-Denis et j'ai envie d'aller dans un lycée parisien. Allez-vous travailler? Allez-vous mettre la pression? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire sauter la sectorisation qui est la plus grande inégalité et qui va être encore pire lorsque, avec la réforme du bac qui devient un bac local et plus un bac national? Ça m'intéresse. Les jeunes de Seine-Saint-Denis, ça les intéresse. Les collégiens qui vont aller au lycée ont envie de savoir si on va enfin les laisser aller étudier là où ils ont envie d'aller étudier et ne pas les assigner à résidence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour les étudiants, est-ce que vous avez comme projet de mettre à proximité des banlieues des grandes bibliothèques type BNF ou Beaubourg, qui sont les deux seules bibliothèques où nos étudiants de banlieue peuvent aller étudier jusqu'à 22h, ce qui est un enfer pour eux, parce qu'après ils ont 1h30 de transport, parce que nos étudiants, il faut s'en occuper. Et comme la responsabilité de la région, c'est le lycée, mais pas que, puisque je considère, moi, en tout cas c'est ma vision, que tout ce qui concerne les franciliens, on doit s'en occuper. J'aurais bien aimé que vous donniez une réponse claire sur l'histoire du voile,
parce que je trouve que vous avez botté un peu en touche. Est-ce que vous condamnez ça ou est-ce que vous dites bah c'est pas mon sujet, donc je ne répondrai pas. Et la dernière chose, qu'est-ce que vous proposez pour décloisonner la région Île-de-France, puisqu'aujourd'hui c'est la région qui a les plus grandes inégalités, département le plus riche, le plus pauvre, le plus jeune, le plus densifié, le moins densifié. Enfin, on a la totale, parce que vous parlez de construire 37 000 logements sociaux, donc je pense que ça c'est un peu optimiste. Mais la deuxième chose, est-ce que vous comptez encore mettre du logement social dans les villes qui comptent plus de 40% de logements sociaux, ou est-ce que enfin vous allez avoir une politique d'obligation de logements sociaux pour toutes les départements et les villes d'Île-de-France aisées qui pourraient largement accueillir ces nouveaux habitants? Ça, voilà. C'est de la question, hein, les gars. Ça, c'est de la question, Céline Malaisé et Karim Guet, hein, pour le coup. Alors... C'est des questions. Même. Oui, c'est des questions. Ah oui, c'est des questions. Il y a plusieurs questions. Oui. Mais en ce qui concerne le logement social... Il n'y a qu'une réponse ou plusieurs réponses. En ce qui concerne le logement social, je suis d'accord. À un moment donné, quand on prend les villes de la région Île-de-France qui ne respectent pas la loi SRU, qui impose pourtant aux villes 25% de logement social, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'on a retrouvé beaucoup de logements sociaux dans les mêmes collectivités. Et habitant Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, je sais de quoi je parle, puisque nous sommes entourés de villes issues de maires de droite, qui à la fois ne respectent pas la loi SRU, donc préfèrent faire payer, parce que c'est comme ça que ça se passe, leurs habitants une taxe imposée par l'État, plutôt que de répondre à la demande. Donc oui, de toute façon, si on a pour objectif de construire plusieurs milliers de logements, c'est naturellement pour que ça puisse se faire de manière équitable et à répartition égale sur l'ensemble de la région, y compris sur les villes de droite. Alors pour les autres questions, Karim, j'ai de la pub. Juste Christophe, 10 secondes. Ouais. On va arrêter aussi d'aider les villes qui ne respectent pas la loi SRU. Parce que Valérie Pécresse a décidé de ne plus apporter de financement dans les villes qui auraient 40% de... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Karim Guet, avec Céline Malaisé qui est conseillère régionale déjà, et donc elle brigue un nouveau mandat. Alors sur les questions qui ont été posées par Karim Alouache sur France Maghreb 2, notamment pour les logements sociaux, là, les 37 000 logements que vous souhaitez mettre en place, est-ce que ça va vraiment être dans les secteurs où effectivement il y a déjà beaucoup de logements sociaux, ou est-ce que ça va être le fait de forcer les villes qui ne respectent pas la règle du logement social? On va forcer les ghettos de riches, voilà, parce que la région en fait elle a un... Mais vous n'allez pas en rajouter là où il y en a déjà beaucoup. Bah après, s'il y a des besoins et qu'il y a des maires qui veulent construire des nouveaux projets de logement, on ne va pas les refuser non plus, mais on peut... Non, on va forcer les ghettos de riches, tout simplement parce que c'est là, finalement, où il y a pénurie. Parce que l'objectif aussi, c'est de rééquilibrer. Voilà, cette région, elle est inégalitaire. Et si on ne rééquilibre pas, on ne va pas concentrer, finalement, la pauvreté où il y a déjà finalement beaucoup de logements sociaux. Alors la sectorisation, fin de la sectorisation, c'est la même logique, sauf que là, la région, elle a très peu de leviers en réalité, parce que tout ça est de la responsabilité de l'État, et on ne peut pas dire que Jean-Michel Blanquer et son gouvernement ont œuvré contre les inégalités sociales et les inégalités scolaires depuis 5 ans. Au contraire, aujourd'hui, un lycée, par exemple, de Seine-Saint-Denis touchera toujours moins de dotation de l'État, c'est ce qu'a montré un rapport parlementaire, qu'un lycée parisien, quel que soit le type de lycée parisien d'ailleurs. Donc nous, dans le cadre de la carte scolaire, on ne peut pas modifier la carte scolaire. Voilà, parce qu'il ne faut pas mentir aussi, en fait, je pense aux électeurs en Île-de-France, on n'a pas tous les leviers. Par contre, on a un levier qui est la dotation régionale qui est allouée au lycée, et on peut tout à fait moduler cette dotation régionale et l'augmenter pour les lycées qui en ont le plus besoin. Il y a notamment une dotation de solidarité, et cette dotation de solidarité, on peut l'allouer, la distribuer à des lycées qui sont les lycées qui en ont le plus besoin, histoire d'améliorer aussi la qualité de vie des lycéens, et aussi de vie des personnels éducatifs. Très bien. Les bibliothèques, Karim faisait allusion, c'est très important ça. Les bibliothèques, c'est pas de la responsabilité non plus unique de la région, surtout l'université. Par contre, ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est il y a la bibliothèque Condorcet qui va ouvrir. La bibliothèque Condorcet, c'est à la porte